Hello les amis! Après un voyage initiatique et une retraite Vipassana en 2017, j'ai découvert et pratiqué la méditation. Aujourd'hui, il y a plein d'études qui montrent les bienfaits de cette pratique sur le cerveau et le corps, notamment dans la réduction du stress, dans le renforcement de la concentration, sur la plasticité cérébrale et la régulation émotionnelle. En bref, la pleine présence, c'est un super allié au quotidien. Il devrait être davantage préconisé, comme la routine du brossage de dents quotidien. C'est pourquoi j'ai créé une petite marque locale qui t'offre des coussins de méditation faits main en France dans un atelier avec des tissus entièrement bio et des balles d'épeautre en provenance de Meunier. Expérimente les bienfaits par toi-même. Pour découvrir tous les accessoires, rendez-vous sur le lien de la boutique de l'éveil des consciences en bio. À bientôt sur ton coussin. Vous vous sentez en quête de sens ou tout simplement en quête de nouvelles expériences hors du commun? Vous ressentez un besoin profond de vous reconnecter à la nature, à vous-même, d'avoir cette reliance entre le corps, le cœur et l'esprit? Découvrez un programme sur mesure proposé par la Triade Holistique, spécialement dédié aux femmes. Vous pratiquerez des disciplines ancestrales telles que le yoga, le pranayama et les méditations. Venez goûter à la cuisine holistique balinaise en conscience. Participez à des cercles de femmes en étant vous-même proactive et en vous reconnectant à votre féminin sacré. Vivez des expériences inouïes, comme offrir des offrandes et vous épanouir grâce à la danse intuitive et plein d'autres choses. Venez découvrir la culture balinaise et vivez au plus près des habitants, dans un lieu inspirant, au sein d'une villa privatisée, à proximité de la plage et à 2 pas des lieux iconiques qu'offre cette terre magnifique. Faites confiance à Fanny, la co-créatrice de ce programme avec qui je crée une dynamique fédératrice autour d'autres projets depuis de nombreuses années. Intimement convaincue que c'est par l'alignement de toutes ces dimensions que nous rayonnons et que nous pouvons donc attirer et réaliser ce que nous souhaitons. Alors si vous aussi, vous vous sentez prête à vivre une expérience hors du commun, rendez-vous sur le site triadolistique.com. La prochaine retraite aura lieu du 21 au 26 avril. Bénéficiez d'un cadeau de 75 € en tapant le code EC Podcast 75. Salut les amis. Le podcast de l'éveil des consciences ne se contente pas de consommer du développement personnel en étant passif, mais bien d'appliquer concrètement les enseignements dans sa vie en s'engageant dans le monde de manière proactive. L'idée est de devenir acteur plutôt que de subir. Ici, la spiritualité devient un moteur d'action et de responsabilité sociale. Moi, c'est Evelyne, entrepreneuse, enseignante en FLE et maman. À travers mes activités, j'explore les différentes thématiques qui permettent de mieux comprendre le monde et de grandir personnellement et collectivement. Très belle écoute. Bonjour aux consciences qui s'éveillent. Ce matin, je suis vraiment très heureuse d'accueillir Angelo. Salut Angelo. Salut Evelyne. Comment tu te Bah, sens ce matin? écoute, je me sens bien. J'étais content d'aller au cabinet là. Je suis dans le cabinet du 18e, donc ça monte un peu. C'est un peu plus loin de chez moi, donc ça me demande un petit trajet. Et puis, euh, et puis j'avais la vue de Montmartre, tu vois, en haut de la butte. C'était plutôt chouette. Euh, donc voilà, je suis de bonne humeur. Je suis content d'être là. Je suis content de te voir. Euh, et puis. euh, Puis ouais, il fait beau. Donc par rapport à la pluie d'hier qui a été très présente, je suis bien sec. Tout est réuni, toutes les causes et les conditions sont réunies pour passer une belle interview. A priori, oui. Bien sûr, je vais te laisser te présenter aussi. Je sais que tu as un parcours aussi, atypique, avec, plusieurs expériences. Je sais que tu es aussi très porté vers l'art, vers la créativité, vers les thérapies, puisque tu es toi-même, thérapeute. Tu t'es formé en gestalt, tu t'es formé aussi en constellation, familiale. Enfin, plein d'outils. Est-ce que, tu pourrais, dans un premier temps, te présenter et nous partager un peu de ton histoire, un peu de ce qui t'a amené justement à te former et à continuer aussi de te former aujourd'hui? Hmm. Bah écoute, je m'appelle Angelo Follet, je suis enfant unique. Euh,
issu des Philippines, originaire des Philippines, mais je suis né en France. Je suis donc papa et conjoint donc d'Estelle et papa d'Ulysse. J'habite à Vincennes et puis voilà, donc mes activités depuis un certain temps tournent autour de la créativité, de l'art et la thérapie, sans vraiment que ça se mélange et en même temps, j'ai toujours un peu l'impression de faire à peu près la même chose, que ce soit en studio ou que ce soit en cabinet. Donc effectivement, aujourd'hui, je pratique la psychothérapie avec l'approche de la gestalt thérapie essentiellement, avec un versant aussi qui est, je dirais, une ouverture sur le transgénérationnel déjà, Mmh. parce que je suis formé aussi en analyse transgénérationnelle, donc tout ce qui est systémie familiale, psychogénéalogie. Hem Et puis avec aussi un versant, aussi transpersonnel, donc au-delà des générations, qui colore beaucoup la gestalt de fait, parce que c'est dans les fondements de la gestalt, mais aussi dans ma pratique, heu, comment je pourrais résumer ça? Avec la voie de la non-dualité, donc plutôt du versant du Vedanta et donc de l'Adhyatma Yoga, donc c'est Swami Prajnapal, Arnaud Desjardins, heu, qui ont essentiellement, transmis cet enseignement-là et aujourd'hui j'ai un enseignant aussi, pour ça et donc tout ça, ça colore bien ma pratique et à côté de ça, en parallèle, ce qui était un petit peu l'inverse avant, je fais de la musique, j'accompagne des artistes de musique, notamment, pas que, mais notamment dans, leur, acte, créatif, dans leurs projets artistiques. Donc c'est de la direction artistique et de la réalisation. Je réalise Mmh. des albums de musique. C'est-à-dire que du coup, je prends le temps vraiment avec eux de comprendre ce qu'ils sont, qui ils sont, comment ils ont envie de raconter leur histoire, quel est le propos, voilà, des chansons et de leurs projets. Et puis donc, de moi être commandité par un label en général pour pouvoir livrer un album. Mmh. Donc je m'occupe de chapeauter tout ça artistiquement. Voilà. Et donc, finalement, cette pratique-là de la musique était essentiellement mon quotidien avant, et puis après, je me suis formé à différentes thérapies. Puis maintenant, ça s'est inversé, c'est-à-dire que je fais beaucoup moins de musique. Mon quotidien est essentiellement fait de thérapie, d'accompagnement, de formation. Je suis aussi formateur Mmh. en constellation, justement, comme tu l'as dit, et puis en thérapie, enfin en posture thérapeutique, pour un institut qui s'appelle Généapsy. Euh, et puis j'anime aussi des groupes et je travaille aussi pour des couples dans leur thérapie de couple. Et là, en ce moment, j'ai actuellement un album que je suis en train de préparer pour un artiste avec lui. Et voilà, on avance tout doucement. Et tous ces processus-là se font en même temps. Je suis toujours en formation aussi, parce que je suis en formation continue. Mmh. C'est marrant, hier, j'étais en supervision de groupe en Gestalt et notre superviseur nous disait, je sais plus qui demandait ça dans le groupe, il y a quelqu'un qui disait, mais finalement, c'est quoi finalement un bon thérapeute selon toi? Et en tout cas, dans notre pratique, elle disait, bah, c'est quelqu'un qui continue à se former, Mmh. qui se remet en question, qui réfléchit à ce qu'il fait, voilà, qui doute, qui continue de penser les choses et pas de prendre pour acquis voilà, une théorie ou une approche et de la mettre partout, quoi. Mais vraiment d'essayer de la questionner, si un jour tu tombes sur quelqu'un qui est, je sais pas moi, qui a des problématiques familiales, bah, peut-être que c'est intéressant d'aller aussi te former dans la systémie familiale ou dans le transgénérationnel. Si tu as quelqu'un qui amène une problématique, je sais pas, sexuelle par exemple, bah, peut-être faire de la sexo à côté. Ou voilà, c'est quelqu'un qui continue, qui est en formation, qui est en formation comme ça permanente parce que c'est un apprentissage continu. Mmh. Et, et, et dans la voie non duel, c'est ce que nous dit notre enseignant aussi. Il nous dit de toute façon, il nous dit je serai jamais gourou, je mourrai disciple.
Donc, cette idée-là, de toujours pratiquer, de toujours apprendre, quoi. Donc, Mmh. ça permet de garder un œil neuf, ce qui est aussi très utile dans la musique pour essayer de ne pas reproduire moi non plus ce que j'ai déjà fait comme album pour d'autres artistes, tu vois, d'essayer de comprendre vraiment la singularité de l'artiste voilà, pour pas faire juste du copier-coller aussi, quoi. Donc il y a tout ça, et puis sinon, en parallèle, avec le temps qui me reste, je fais beaucoup d'athlétisme parce que je suis en club d'athlétisme D'accord. en demi-fond, donc ça veut dire que c'est les distances qui sont sur piste courtes. Voilà, ça me prend. Je cours à peu près tous les jours, et je m'entraîne 4 ou 5 fois dans la semaine. Donc voilà, c'est quelque chose qui me fait du bien, c'est quelque chose qui m'oblige à aller dehors, peu importe le temps qu'il fait. Et ça, c'est Mmh. vraiment. Tu vois, je faisais de la boxe, j'ai fait de la boxe pendant 7 ans, c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que j'y allais, je me défoulais, je faisais des combats, etc. J'allais dans la salle, c'était chouette, il y avait une chouette atmosphère. C'est pas le même type d'énergie aussi, parce que j'avais vraiment besoin que ça castagne à une époque. Aujourd'hui, j'ai plus besoin finalement de courir que quand je cours, et d'arrêter de courir quand je cours pas. Et, et donc, tu vois, au moins je l'ai mis là-dedans. C'est-à-dire que je peux courir, mais là, sur la Mmh. piste, pas ailleurs. Ouais. Et c'est pas mal aussi, ça, de se dire que tu as un endroit pour exprimer certaines choses, quoi, tu vois, et que ça déborde pas. Et vraiment, la course à pied, ça m'a vraiment fait du bien dans la mesure où, dans nos pratiques, et notamment en thérapie, euh, je suis assis toute la journée, je suis dans un cabinet toute la journée. Des fois, le soir, j'enchaîne avec une formation en visio pendant 3 heures. Donc voilà, c'est plus que nécessaire de ne pas être sédentaire. Et en plus de voir le soleil, de voir la lumière du jour, de prendre la pluie s'il pleut, de prendre la grêle s'il grêle, Mmh. courir s'il fait -1 ou s'il fait 30. Enfin, voilà. Et c'est, c'est une grande ressource, quoi, pour moi. Ouais. Finalement, tu es en contact du vivant, tu Ouais. restes, bien présent, quoi. C'est tellement essentiel aussi, de Mm. se reconnecter, à ça. Voilà ce que je pourrais dire d'aujourd'hui, ce qui est présent et ce qui est le fruit un peu de mon parcours, sachant que mon parcours a été fait de tout ça, d'études dans la musique, d'études dans la communication, d'études évidemment en philo et en psycho. Et tout ça, c'est ce qui m'a amené à tout ça, c'est évidemment beaucoup de souffrance, beaucoup de Mmh. solitude, beaucoup de questionnements existentiels. Je crois comme tout le monde, hein, on n'est pas thérapeute pour rien, on n'est pas curieux pour rien. Je dis pas que les gens qui font des études de commerce et qui sont commerciaux souffrent pas. C'est parce qu'ils n'en font pas leur métier qu'ils souffrent pas, mais je crois que cette curiosité-là, elle est particulière, et qu'aujourd'hui, voilà, depuis un petit moment déjà, je suis à l'endroit de là où je me sens le mieux, quoi. Mmh. Complètement. Bah, en tout cas, merci pour cette, belle présentation aussi, ce qui permet de voilà, d'avoir un autre regard aussi pour, commencer aussi cette interview, concrètement. En fait, tu as écrit aussi l'ouvrage «Les 21 peurs qui empêchent, d'aimer» que j'avais Ouais, lu c'est et vrai. Chaque fois, j'oublie. et en fait, justement, tu vois, ma première question, c'était, pourquoi, selon toi, justement, le couple, il fait peur, heu, pour la plupart des jeunes aujourd'hui? Enfin, je sais pas si c'est juste, se cantonner aux jeunes, mais en tout cas, pourquoi ça fait peur? Mmh. Mmh. Je sais pas si c'est le couple qui fait peur. Je sais pas si c'est, parce que sinon il y a pas grand monde qui voudrait être en couple, alors que semble-t-il, Oui. bon, tout le monde galère, donc du coup, c'est qu'il y en a quand même beaucoup qui veulent être en couple. Hem, je sais pas si c'est le couple qui fait peur. Je pense que c'est justement tout ce qui pourrait altérer le couple, altérer l'amour, altérer le lien. Donc évidemment, tout ce qui pourrait être plus de l'ordre de l'absence, de la séparation, du deuil, hem, de la peur d'être abandonné, de la peur d'être trahi, de la peur de, hem,
je sais pas moi, une forme d'injustice parce que il y aurait quelque chose de déséquilibré dans la relation. C'est plus tout ça, à mon avis, c'est plus tout ce qui menace le couple qui fait peur et qui probablement fait que il y a beaucoup de gens qui s'imaginent encore que ils peuvent prétendre vouloir être en couple Mmh. tout en voulant s'éviter toute cette facette-là du couple, tout ce qui menace le couple, Mmh. tout ce qui fait, mais qui menace, mais qui c'est à la fois ça le menace et à la fois ça le met dans des crises de croissance, quoi. C'est-à-dire que c'est pas que du danger ou que des mauvaises choses entre guillemets, c'est que voilà, c'est un organe vivant le couple et donc ben, comme tout organe vivant, il y a des phases de transformation, il y a des phases de crise, il y a des phases de régression, il y a des phases d'apprentissage, il y a des phases de croissance, il y a des Mmh. phases de petite mort et donc il y a des saisons, il y a des cycles, enfin il y a tout ça. Donc et je pense que là où les gens commencent à générer de la peur, c'est quand ils commencent à se faire une image fixe du couple. Mmh. Déjà de se faire une image du couple alors qu'ils sont pas dedans. C'est-à-dire qu'ils ont envie que le couple soit comme ça, mais sauf qu'en fait, du coup, quand ils cherchent à être avec quelqu'un ou à rencontrer quelqu'un, bah, en fait, c'est déjà le scénario dans leur tête est déjà écrit alors que probablement que ça se passera pas du tout comme ça. Et en plus, ce qui génère de la peur, c'est ça, je pense que c'est toujours un peu la même chose, c'est-à-dire, hem ne pas accepter certaines lois auxquelles on ne peut pas se soustraire. C'est-à-dire, par exemple, la loi de l'impermanence, Mmh. Complètement. tu Mmh. vois. Il y a des choses comme ça, tu vois, qui font que, ben, en fait, oui, ça change, ça bouge, ça se transforme, ça évolue. Et surtout, la loi de la différence, tu vois, qui est que, ben, en fait, tout est différent. Dans ce grand tout, chaque élément est différent, vraiment, mais fondamentalement, quoi. Et c'est Mmh. parce que il y a toutes ces différences-là qu'à un moment donné, on peut commencer à regarder qu'est-ce qui finalement euh, nous lie et qu'est-ce qui est finalement le plus commun entre nous, quoi. Euh, donc, pour moi, ces deux lois-là, qui sont les lois de l'impermanence et les lois de la différence, euh, bah, si on arrive à regarder le couple avec ça, c'est déjà énorme, quoi. Donc, c'est plutôt ça qui fait peur plutôt que le couple. Donc, en fait, c'est le couple, mais dans ce que ça engendrerait Oui, potentiellement. dans tout ce que ça implique aussi, c'est encore, on a tous un peu notre idéalisation du couple aussi, je voulais aussi te poser la question, donc toi, Angelo, d'après ton expérience, mais aussi ton vécu, l'adage: «L'autre dans le couple est le miroir de moi-même», est-ce que ça prend son sens réellement? Hmm. J'ai eu cette réflexion déjà il n'y a pas si longtemps. Je crois que j'ai échangé avec, je sais plus avec qui j'ai échangé ça, mais il me semble que le miroir, le problème du symbole du miroir, c'est que le miroir te renvoie à une image qui n'est que toi, qui n'est que toi dans ce que tu connais de toi, dans ce que tu vois de toi. Quand tu te regardes dans le miroir, en fait, ce que tu vois, c'est pas ton reflet. Ce que Mmh. tu vois, c'est ce que tu vois de ton reflet. Donc, ce Ouais. que tu connais déjà de toi. C'est-à-dire que quelqu'un qui te regarderait ton reflet dans le miroir, imagine que toi, tu es en face du miroir, il y a quelqu'un qui est à côté de toi qui voit l'image dans le miroir de toi, bah, il verrait pas la même chose. Donc, pour moi, en fait, l'image du miroir, elle est pas tout à fait juste. L'image du miroir, je la comprends évidemment, disons que c'est pratique comme image, ça permet de facilement se poser la question. Mais pour moi, en fait, heu, le vrai miroir, c'est l'autre dans le regard qu'il porte sur toi qui te
permet de voir quelque chose que tu peux pas voir tout seul, en fait. Mmh. Par C'est exemple, Tu vois, c'est pas exactement un miroir, c'est plutôt une résonance ou un écho mmh. ou un rebond, tu vois? Plus quelque chose de cet ordre-là qu'un miroir. Quelque chose qui me dérange dans le miroir parce que en fait, dans le miroir, il y a pas l'autre. Ah bah si, c'est ça. J'ai fait cette expérience-là, en thérapie de couple. J'étais avec un couple et il commence à me parler de miroir. Oui, on se fait miroir et cetera. Je dis: «Ah bon, vous faites vraiment miroir? Vous avez un miroir là chez vous?» Et le mec me ramène un énorme miroir. Ça tombait très bien parce qu'il était immense. Il était à la taille humaine, tu vois? Les miroirs où tu peux te regarder en entier. Ils sont assis donc, parce qu'ils étaient en visio, donc je me suis autorisé à un peu de créativité et d'improvisation et je leur ai dit: «Vous avez un miroir chez vous?» Et donc ils ramènent cet énorme miroir et donc ils sont assis quand même, l'un à côté de l'autre dans le même écran, d'ordinateur quand on est en visio et puis, je leur dis: «Bah, OK, alors, donc vous pensez vraiment que l'autre est un miroir? OK, bah, alors mettez le miroir devant vous, entre vous 2». Donc la personne mit le miroir, comme ça. Je dis: «Qu'est-ce que vous voyez?» Il me dit: «Bah, moi». Je dis: «Oui. Est-ce que vous voyez l'autre?» Il me dit: «Non». Mmh. Donc en fait, l'autre peut pas faire miroir. Puisqu'en fait, s'il y a un miroir, l'autre est pas là. Ouais. Le vrai, reflet, c'est quand l'autre, en fait, nous renvoie, tous nos angles morts. Tout ce que nous, on peut pas voir effectivement, en haut, au-dessus, derrière, sur les côtés et cetera. Dedans, évidemment. Heu, donc pour moi, c'est plus, tu vois, c'est une nuance qui est fine, mais je dirais que c'est pas totalement juste. Je dirais que si l'autre te fait miroir, c'est que pour l'instant, il y a pas de lien. Mmh. Pour l'instant, il y Mmh. a pas de lien puisque en fait, tu ne fais que te voir. Donc l'autre est pas là. À partir du moment où il y a quelque chose que j'admets que l'autre me renvoie de moi, qui est justement quelque chose d'inconnu, hein, qui m'est inconnu, hein. Quand on dit: «Ça fait miroir», en général, on n'est pas surpris, on se dit: «Bah oui, ah ça c'est moi» et cetera. Alors que là, c'est vraiment, quelque chose que j'ignore de moi, qui est hors de ma conscience pour le moment, en tout cas. Et hem et donc du coup, quand à ce moment-là, effectivement, l'autre est là et que j'inclus l'autre dans la manière dont j'existe, là, il peut commencer à y avoir un lien. Mais s'il y a miroir, l'autre est pas là. Il y a Mmh. que toi. Voilà comme ce que je dirais comme En fait, l'idée, que j'ai, c'est que, bien souvent, tu vois, il est plus facile d'accuser l'autre, quand on est face à une dispute. Donc là, c'est plutôt le contexte de la dispute et donc qu'est-ce qu'on pourrait justement, mettre en place dans un premier temps? Alors ce serait plus clair de poser cette question, tu vois, pour arrêter, on va dire, d'accuser l'autre, mais justement pour pointer le curseur un peu sur soi. mmh. Est-ce que tu aurais peut-être des conseils ou des idées particulières à nous partager à ce sujet? En fait, le travail qu'on fait en gestalt thérapie, que ce soit en individuel, en couple ou en groupe, c'est un travail qu'on base, sur ce qu'on appelle la perspective de champ. La perspective de champ, elle est très intéressante et malheureusement pas très répandue, mais très contemporaine et très intéressante. Pourquoi? Parce qu'en fait, on sort du paradigme de l'individualisme. D'accord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il n'est jamais question de savoir si quelque chose est chez l'un ou chez l'autre. Mmh. Et c'est pour ça que souvent dans ce que je peux dire en interview ou dans les podcasts ou en séance quand je les enregistre, c'est qu'il y a quelque chose entre nous. Ce qui nous intéresse en fait, c'est qu'est-ce qui est co-créé dans le lien, dans la relation et qui est en fait ce qu'on appelle un effet de champ. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quelque chose du champ qui est la globalité de l'espace-temps, de la situation, en l'occurrence, dans un couple par exemple, qui est cette, il y a un des grands gestalt thérapeutes, qui parle de ça, qui parle d'ambiance, tu vois? Et il dit: Mmh mh. C'est quoi l'ambiance?» Tu vois? Et donc du coup, quand on commence à réfléchir de cette manière-là, ça veut dire qu'on sort de «c'est chez toi ou c'est chez moi».
Il y a déjà cette première notion-là, pour moi, qui est importante à regarder, si on peut la regarder comme ça. Après, bon, ça se fait aussi avec l'aide d'un thérapeute, mais essayer de comprendre, en fait, que ce qui est en train de se passer, probablement comme tout ce qui se passe à n'importe quel moment de la vie, Mmh. n'est pas le seul fait de toi ou de moi. Euh, Dans le sens où tout est multifactoriel et où il y a énormément de causes qui provoquent tel effet ou telle conséquence. Et donc, euh, par exemple, il y a beaucoup de couples qui vont se disputer et qui vont se dire, ah bah tiens, c'est de ta faute ou c'est à cause de toi si je ressens ça, etc. Mais qui vont pas forcément faire l'effort de regarder peut-être un peu en arrière ce qui a été vécu le matin alors qu'ils s'engueulent le soir, ou de regarder même le contexte. Bah tiens, en ce moment, au boulot, ça va pas trop, ou bah tiens, en ce moment, on est un peu juste au niveau finance, et du coup, je sens qu'en fond, ça me stresse, c'est pas un sujet, parce que je sais qu'on va s'en sortir, mais en fond, c'est là. Ou alors, tiens, le petit, il est malade en ce moment, et du coup, ça fait 2, 3 nuits que je dors pas très bien. On se dit jamais que ça pourrait être aussi des facteurs qui font qu'à un moment donné, bah, il y a quelque chose qui se crée d'une tension, qu'on appelle une dispute, mais en fait, c'est juste une tension énergétique, hein, c'est des polarités, enfin, et du coup, ça crée à un moment donné une tension qui fait que ça explose. Mais on est juste les marionnettes de tout ça, en fait, hein. C'est pas, nous, on se dispute, mais ce qui se passe vraiment, c'est un truc qui est beaucoup plus large que ça, c'est beaucoup Mmh. plus vaste que ça, tu vois. C'est beaucoup plus complexe que juste 2 personnes qui s'engueulent parce que tu as dit ça ou que tu n'as pas rangé le fromage dans le frigo, je sais pas quoi, tu vois. Donc nous, évidemment, on joue forcément le jeu de la vie avec toute cette trivialité de l'humain. Donc, bah, on a nos problèmes du quotidien, etc. Et encore, tout est relatif par rapport à d'autres problèmes d'autres humains Mmh. qui sont vraiment, vraiment dans une misère pas possible. Mais je dirais que déjà, il y a ce regard-là, tu vois, qui est Mmh. qui est rare. Et donc déjà, le travail nous qu'on fait, par exemple, en thérapie de couple, c'est celui-là, c'est de regarder, hein, d'essayer de comprendre avec un peu plus de recul, quoi, avec ce pas de côté qui permet de regarder, pas juste l'engueulade, mais qu'est-ce qui est en train de se passer, quoi. Donc il y a ça. Et puis il y a aussi l'autre aspect qui est avoir raison. C'est-à-dire que tous les conflits, en tout cas interrelationnels humains, partent de avoir raison, partent de la quête d'avoir raison. Ce qui est une quête qui est complètement obsolète. Mais est-ce que finalement le fait justement de vouloir avoir raison, c'est pas justement, cette peur de pas être entendu, cette peur de pas exister aussi? Tu Oui, vois? mais si tu regardes bien, c'est beaucoup moins satisfaisant d'avoir raison que d'être entendu. Donc même si l'autre, à un moment donné, te dit avec dédain, oui, oui, bon, c'est bon, ok, t'as raison, tu as raison, mais il s'est rien passé. Mmh. Donc déjà, c'est de comprendre qu'on est en train de rentrer dans ce jeu-là, d'avoir raison. Et donc avoir raison, c'est quoi? C'est ni plus ni moins que de la toute-puissance infantile, où en fait on est en train de penser que le monde devrait tourner comme on a envie qu'il tourne, qu'on a envie que les choses se fassent comme on a envie qu'elles se fassent, que l'autre devrait être comme j'aimerais qu'il soit, et donc on revient à cette loi de la différence, qui est qu'en fait on n'est pas en train d'accepter la différence de l'autre, tout simplement. C'est tout con, hein, mais c'est fondamental, parce qu'en fait si tu commences vraiment à pratiquer ça, tu t'engueules plus avec personne. Mmh. Donc, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui vit ça, hein, sur Terre. Peut-être les grands moines. Moi, c'est pas mon cas, en tout cas. Je continue de m'engueuler régulièrement avec plein de gens. Et puis ça passe. Et puis je continue à chercher à avoir raison à plein de moments, évidemment. Mais en tout cas, enfin, en tout cas, voilà, ce que je mets là entre parenthèses, c'est très important parce que je peux avoir un ton qui est assez assertif Mmh mh. et assez sûr de moi, mais ça ne veut pas dire que je suis au-dessus de tout le monde et que j'ai tout compris. C'est juste que du coup, moi, j'arrive à le faire travailler à d'autres, mais évidemment, pour le mettre en pratique pour moi-même, c'est aussi compliqué que pour les autres, hein. C'est toujours pareil, hein. Ouais.
suis pas plus avancé, j'ai peut-être un peu plus d'expérience, mais disons que ça m'arrive tout le temps aussi. Donc, Mmh. ça, c'est important de le dire aussi, quoi. Ouais. On entend bébé là qui Oui. s'impatiente. Il est avec sa mamie. Ah, Désolée. Il intervient comme tu disais tout à l'heure dans le podcast. mmh. Merci pour, ton retour à ce sujet. J'avais aussi, cette phrase, en fait, tu sais, il y a 3 facteurs qui sont couramment aussi évoqués, dans un couple épanoui. Il y avait celui de la vision, commune, du couple, d'une communication aussi de qualité et d'une sexualité épanouie. Est-ce que selon toi, c'est vraiment les bases essentielles justement pour une vie de couple épanouie ou encore une fois, ça reste des grandes lignes et est-ce que, tu veux nous partager, voilà, ton opinion à ce sujet? Mmh. C'est marrant parce que souvent, ce truc de la communication dans le couple, ça revient comme si c'était le sujet. Il y a beaucoup de couples qui pensent qu'ils ont des problèmes de communication et donc ils viennent beaucoup pour travailler ces problèmes de communication et je crois pas, en fait, je crois que la communication, au contraire, elle se fait très bien et notamment dans les couples, chez qui il y a des conflits, chez qui il y a de la souffrance et chez qui il y a des engueulades parce que, hem, c'est pas eux qui communiquent, c'est que ce qui communique, c'est vraiment, tout ce qui se joue dans les soubassements de, leurs blessures, de leurs traumatismes, de leur vécu et qui rentre à nouveau en résonance avec l'autre. Et donc en fait, ça communique très bien parce que ça s'engueule souvent, parce que justement c'est un peu comme si on disait, tu vois, que ça sert à rien d'être malade ou que ça sert à rien d'être blessé ou que ça sert à rien de se casser un truc ou alors qu'en fait, c'est une régulation, tu vois? C'est une régulation de l'environnement, c'est une re quand on a de la fièvre, ben, on peut être, ça peut faire chier d'avoir de la fièvre et en même temps, bah, de la fièvre, c'est une manière d'éliminer les virus, les bactéries, voilà et donc tu vois, c'est encore un peu cette idée-là que on voudrait éradiquer tout ce qui pourrait être du côté du négatif, quoi Mmh. et Ouais. donc alors que pour moi, un couple qui communique, bien, c'est un couple avec dans lequel, finalement, en fait, les enjeux peuvent circuler, tu vois? Oui. Et donc les enjeux, s'ils circulent et qu'ils circulent sous forme de tension ou d'agressivité, ou de manque, ou de choses comme ça, bah, du coup, ça devient, quelque chose qui est, qui a du sens, quoi, en fait. C'est ça qui est important. Mmh. Donc après, bien sûr, il y a des communications qui sont plus ou moins violentes et qui sont plus ou moins, constructives. Mais je dirais pas que la communication, c'est un pilier, du couple. Hem, la sexualité en est une, effectivement, c'est une des bases, fondamentales. Hem, moi, j'aime bien l'idée qu'il y a, plusieurs couples dans le couple, Mmh mh. et donc que dans ce couple, il y a, le couple amoureux, sexuel, heu, donc dans son intimité, dans son exclusivité, quoi, tu vois? Dans son côté très, qui lui appartient vraiment à l'un et à l'autre. Heu, tu as le couple, professionnel, donc comment ça résonne au niveau de la vie professionnelle. Heu, donc on n'est pas obligé de travailler ensemble, hein, mais ce que je veux dire ou de faire le même job, hein, mais je veux dire c'est comment, en fait, comment ça s'ajuste, avec le job de l'un et le job de l'autre, avec la carrière de l'un et la carrière de l'autre, les valeurs de l'un et les valeurs de l'autre, tu vois? Et cetera. Il y a le couple familial du coup, à partir du moment où c'est un foyer, donc tu as le couple familial parental, mais tu as le couple familial aussi, comment communiquent, comment vivent, nos 2 familles respectives ensemble, quoi. Mmh. C'est sûr que si, les belles familles peuvent pas se blairer, Ouais. c'est forcément que même si nous on est amoureux, que ça se passe bien, qu'on gagne bien notre vie, que machin, que truc, ben, il y a un endroit en fait qui fonctionne pas quoi, quand même. Mmh. On se rend pas compte à quel point pour être en couple, il faut que tout le monde soit d'accord quand même. Mmh. Mmh.
faut que tout le monde soit d'accord, que ce soit en bas ou en haut, que ce soit les enfants ou que ce soit les parents, les grands-parents. Et après, si on est dans le tranché, arrière-grands-parents Ouais, et compagnie. Quand tu vois des familles où tu as un juif et un allemand qui se mettent ensemble, ouais. bah, peut-être qu'aujourd'hui, bah, c'est pas un problème, évidemment, mais n'empêche que 3, 4, 5 générations au-dessus, c'est Mmh. comment, tu vois? Donc, donc c'est des choses qui sont pas visibles, comme tu disais en intro, quoi, tu vois? Mmh mh. Donc on voit pas forcément. Donc tu as le couple familial dans son ensemble, le couple professionnel, le couple sexuel amoureux, et puis tu as le couple social aussi. Tu as le couple social, c'est-à-dire comment le couple se montre en société, avec les amis, à l'extérieur. Est-ce qu'ils ont un extérieur ou est-ce qu'au contraire ils sont repliés sur eux-mêmes? Est-ce qu'on mélange les amis? Est-ce qu'on mélange pas les amis? Est-ce qu'on a des amis communs? Est-ce qu'on a créé de nouvelles amitiés? Euh, Social, ça veut dire aussi les activités sociales à l'extérieur, tu vois, je sais pas moi, le Mmh. sport, les assos, n'importe quoi, tu vois, les activités, les loisirs. Donc pour moi, c'est plus comme ça que j'ai envie de regarder le couple. C'est aussi, en tout cas comme ça que j'ai appris à le regarder dans mes formations en thérapie de couple, mais ça veut pas dire que c'est la vérité. C'est une grille de lecture qui permet de regarder le couple dans son ensemble et de surtout sentir à quel endroit bah, c'est un peu plus fragile. Mmh. Ce qui fait que parfois un endroit qui est fragile va faire que ça va compenser à un autre, ou que ou qu'il y a un des couples, un des domaines du couple qui va faire symptôme pour les autres. Et tu vois, donc ça permet de vraiment sentir l'équilibre ou pas. Épanoui, je sais pas, mais équilibré, ça me parle plus en tout cas. Ouais, cette notion d'équilibre, Ouais, ouais. finalement, il y a plein de choses à regarder, en fait, hein. C'est vrai qu'on réduit ça, tu sais, de manière simpliste, en fait, quand, on se penche pas sur le sujet, mais en fait, dès lors où tu rentres, c'est un peu la boîte de Pandore, quoi. Bah, ouais, ouais, c'est ça. C'est ça, et puis c'est surtout que ça permet de. C'est une grille de lecture en tout cas qui est aidante parce qu'elle permet de. Elle est assez pragmatique, quoi. Oui. Mmh. Tu vois? Compl C'est pragmatique dans le sens où bah déjà si tu as ces quatre catégories-là, bah tu peux déjà répondre et dire dans quelle catégorie je passe le plus de temps, dans quelle catégorie je passe le moins de temps, et mmh. quelle est la catégorie qui est saine et quelle est la catégorie qui est un peu fébrile en ce moment, bah ça c'est déjà, ça c'est où je passe le moins de temps. Enfin, Ouais. tu vois, c'est tout bête, mais ça permet au moins de se faire une idée rapide de la météo du couple Oui, à l'heure actuelle, quoi. complètement. Ouais, ouais. Alors je voulais aussi te poser, la question parce qu'on vit quand même dans une société de consommation, faut dire ce qui est et puis en fait, je voulais te demander quels sont les plus grands défis, selon toi, auxquels font face, justement les couples d'aujourd'hui? Waouh! La grande vous avez 4 heures. Ouais, bah, c'est tout, c'est tout, 4 heures. Hem, pour moi, l'enjeu, il est dans tout ce qui va permettre ou non de nourrir et de préserver le lien. Ça veut dire que le truc qui me vient en premier, qui pourrait menacer le lien, c'est-à-dire vraiment le sentiment d'être en lien avec l'autre, dans un lien profond, qu'il y a quelque chose qui tient, qu'il y a Mmh. quelque chose qui on peut traverser les tempêtes, on peut s'engueuler, on peut ne pas être d'accord, il y a quand même le lien, tu vois, qui est là, que ce soit dans la famille, à 3, à 4, à 5, à 6 ou à 2. Pour moi, un des trucs qui pourrait le plus être ce qui menacerait le lien, c'est vraiment les nouvelles technologies. Que ce soit les réseaux sociaux et la manière de consommer les médias, les nouvelles technologies, mais bon, je suis un dinosaure, moi j'allais dire smartphone, mais c'est même plus une nouvelle technologie à ce stade. C'est juste ils sont nés avec ça dans les mains maintenant. Ouais. Mais je dirais voilà, ces technologies-là j'ai rien contre l'IA, hein, parce qu'il y a des choses qui sont chouettes à faire avec l'IA, mais c'est tout ce qui fait
que ça rend l'humain flemmard, Mmh. dans un confort qui n'en est pas un, sédentaire alors qu'il a énormément besoin de bouger, hem, en interaction réelle, physique, au moins, bah, comme là, au moins avec un visage, des expressions, tu vois? Parce qu'en fait, tous ces comportements-là humains, c'est ça qui fait qu'on construit de l'empathie, hein. Mmh. C'est juste parce qu'on arrive à lire le visage de quelqu'un, hein, et qu'on le fait depuis tout petit. Tu vois? Puisqu'on n'a pas le langage verbal, il y a un moment donné où on comprend quand même quelque chose de ce qui se passe chez l'autre, Mmh mh. et ça, c'est le début de l'empathie. Donc en fait, tout ce qui menace le lien et l'empathie, pour moi, c'est un danger monumental, quoi. Et je crois que ça passe beaucoup par tout ce qui remplace, en fait, et les compétences sociales de l'humain, hem et tout ce qui accélère le rythme physiologique de l'humain, alors que le corps, lui, ne change pas de rythme, hein, il a toujours le même rythme, hein. Qu'on ait un smartphone ou pas, ou qu'on ait la fibre ou pas, on va aux toilettes, le même nombre de fois par jour, Oui. on mange le même nombre de fois par jour, on a besoin de dormir le même nombre d'heures par jour, on a besoin de boire le même litre d'eau par jour. Ouais. Donc en fait, il y a ça n'accélère rien au fond. Enfin, si notre corps peut pas aller plus vite, on peut pas aller plus vite, Ouais. tu vois? Donc c'est ça qui est c'est ça qui est fou, c'est qu'en fait, ça donne l'impression que tout va plus vite, mais nous, on n'a juste pas changé. Donc oui, bien sûr qu'on peut malmener notre corps et répondre à 15 mails, être, en même temps sur les réseaux sociaux, regarder les écrans, bosser, énormément, enfin enchaîner les tâches et cetera. Mais au final, bah, c'est dépression ou burn-out, hein, tu choisis, hein. Et c'est ça, c'est ça. C'est l'un ou l'autre, hein. Et ça m'évoque aussi le fait, bah, de voir aussi qu'on vit pas non plus selon les saisons, tu vois? Par exemple, l'hiver, Mmh, on devrait tellement, voilà, se reposer, avoir ce temps et cetera d'hibernation, enfin clairement, et on voit bien qu'on vit comme des machines en mmh, productivité constante, et mmh, ça épuise les corps, et au fil des années, on voit bien aussi que ça épuise les gens, tu vois, d'une manière plus générale. mmh. Ouais. Oui, oui, c'est ça, c'est vraiment le non-respect du cycle, et une course en avant, quoi, permanente. Mmh. C'est ce que j'écoutais ce matin, c'est marrant, c'était un des disciples de Durkheim qui fait du zazen, je crois, et qui disait, heu: «On se lève vite, on prend vite le petit déj, on prend vite la douche pour, vite s'habiller, pour vite emmener les enfants à l'école, pour vite prendre le train, pour vite arriver au bureau ou, au cabinet, peu importe, au centre de yoga si je suis prof de yoga, pour vite, se mettre à la tâche, pour vite déjeuner, pour vite se remettre à la tâche, pour vite, partir du boulot, pour vite aller au sport ou, aller chercher les enfants, pour vite aller se coucher», enfin, et il parlait comme ça, tu vois? Mais ça c'était, Mmh. beaucoup mieux fait parce que ça durait vraiment genre 5 minutes, quoi, et il disait à la fin: «Pourquoi? Pour vite finir dans un cimetière», quoi. Mmh mh. Ouais, c'est vrai. Donc vas-y, C'est dépêche-toi, hein, mais tu sais on va tous là-bas, donc enfin, Ouais, et ça fait partie des grands sujets aussi du podcast, tu sais, sur, cette notion aussi de la vie, de la mort, de cette prise de conscience, en fait, que qu'on vit comme si on était illimité, en fait, sans prise de conscience réelle puisqu'on est en pilote automatique. mmh, mais c'est toutes les nouvelles technologies et tout l'argent dans la recherche comment dire? Cherche à contribuer à ça. Tu regardes bien, que ce soit, bah, tout ce qui est de l'ordre de la chirurgie esthétique, tout ce qui est de l'ordre de voyager sur Mars, habiter sur Mars, tout ce qui est de l'ordre de, heu, même du sport, même du développement personnel au fond, tu vois? Il y a toujours ce truc, cette quête de comment je vais pas mourir, quoi. On cherche, tout est fait pour chercher à ne pas mourir, quoi. Donc en fait, on est dans l'inverse du vivant, puisque le vivant a besoin de la mort.
On est dans l'inverse du vivant, on est dans l'espèce de momification d'humain, quoi. On est tous des momies, là, en train de chercher à savoir comment pas voir mes rides et comment pas, tu vois, être fatigué ou je sais pas quoi. Enfin, Mmh. c'est catastrophique, quoi. Je trouve qu'on est, c'est vraiment. Et donc, ce défi qui est le défi sociétal, pour moi, c'est un défi du couple. Le couple, c'est, le couple, c'est politique. C'est pas juste un truc, on est amoureux et on va au ciné ensemble, manger des pop-corn et je sais pas quoi et partir en Ouais, vacances. ouais, ouais, ouais. C'est C'est pas pas comme ça. Et il y a beaucoup de gens qui veulent être en couple, mais tu sais ce que c'est un couple? Un couple, c'est une mission de vie, c'est un voyage, c'est un engagement politique, Mmh. c'est l'échantillon de la société. Enfin, en fait, sinon, sinon c'est du divertissement, quoi. C'est comme les autres trucs, quoi. Mmh. Ouais, 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 Moi, je suis un complètement. peu radical, donc je tiens à ça parce que pour moi, la radicalité, c'est pas forcément négatif. C'est juste que, j'ai du mal à faire des exceptions et voilà, mais c'est un peu ma manière de penser, mais pour moi, c'est vraiment, c'est pas rien, quoi. C'est comme aujourd'hui, les gens se posent plus la question de savoir s'ils veulent faire un enfant ou pas dans le monde dans lequel on vit. Par contre, ils veulent tous être en couple. Mais tu vas être quel couple, toi, du coup? Dans un truc comme ça où toi-même, tu veux pas faire d'enfant parce que tu considères que le monde va mal et que ce serait horrible de Mmh. mettre au monde un enfant dans ce monde-là, mais par contre, tu vas être en couple. Donc tu veux être quelque chose qui va créer la représentation de la société qui, en fait, pour toi, sera juste individuellement et très égoïstement un divertissement Mmh. pour continuer de consommer ou continuer d'aller plus vite ou tu vois? Donc Mmh. en fait, pour moi, penser le couple, c'est un truc super philosophique, quoi. Enfin, c'est pour ça que je dis que les enjeux d'un conflit dans une relation, ça va au-delà de qui a qui a laissé, sa brosse à dents, tu vois? Ouais, ouais. Hors du pot, quoi. Ouais, c'est sûr. Puis c'est comme le sujet de la famille, hein, c'est vraiment une il y a l'entité aussi de la famille. Bon, ça aussi, ça ferait tout l'objet d'un podcast, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est pareil, enfin, pour moi, c'est aussi politique, quoi. C'est, quelles valeurs aussi tu veux intégrer au sein de ta famille, enfin, c'est vraiment, un sujet, à part entière, quoi. Je trouve que le fait aussi d'accueillir, un être humain, au sein de son couple, tout ça, ça change la dynamique, enfin, il y a tellement de choses aussi. Je trouve qu'après, on a cette faculté aussi d'adaptation en tant qu'être humain, tu vois? C'est ce qu'on se disait tout à l'heure en off, quand on a un enfant et ben, c'est complètement différent, ça vient tout bouleverser. Et Mmh. à la fois, ça te permet aussi, toi, en tant qu'individu, d'évoluer, nos plus grands maîtres aussi, quoi, Ouais. finalement. Mais en fait, l'illusion, je crois, là, tu vois, c'est ce que je suis en train de me dire quand je t'écoute, c'est l'illusion, je crois vraiment, c'est de croire qu'on produit rien ou qu'on peut ne pas produire quelque chose dans le monde. Mmh mh. Ça, je l'ai dit même en formation il y a pas longtemps en gestalt. On est tout le temps en train de produire quelque chose. On est tout le temps en train de mettre dans le monde un truc, quelque chose de nous. Mmh. Une parole, une énergie, un geste, un Ouais. regard, un objet, une action dans notre boulot ou avec nos enfants ou peu importe, ou sur nous-mêmes. En fait, on croit qu'on est, en dehors du monde. On croit qu'en fait, personne va nous voir en train de ruminer mentalement ou nous insulter ou insulter la boulangère parce qu'elle a pas souri, ou râler pour ceci ou aller trop vite pour cela. On croit qu'on est hors du monde, mais en fait, on est tout le temps en train de produire un truc. Donc nous, tu chacun, si on fait tout ça à notre échelle, ben, c'est immense, quoi, Ouais. de s'imaginer que le nombre d'insultes vis-à-vis de soi-même, par exemple, toutes les 3 secondes dans le monde, tu vois? Tu te dis: «OK, bah, ça, si tu les additionnes, ça fait un» excuse-moi de l'expression, «ça fait un gros tas de merde», quoi, tu vois? Donc du coup, ben, voilà, la grosse bouse, j'y ai contribué, tu vois? Ouais. Juste parce qu'à un moment donné, je me suis traité de con parce que j'ai raté tel truc et que voilà. Donc et je dis pas qu'il faut avoir un bon comportement, hein. Je dis juste que ce qui est le plus important, c'est d'en avoir conscience. On en revient à la conscience, c'est d'avoir conscience de ce que je produis, quoi. Tu vois? De l'avoir conscience là, tout à l'heure, je parle de cette boulangère parce qu'à chaque fois, ça me fait la même chose.
je me dis: «OK, vas-y, je vais» à chaque fois, j'étais content de monter à Montmartre parce que je disais dans l'intro, il faisait beau, je marchais, je vais chercher ma viennoise au chocolat. Je dis: «Bonjour», je souris, je dis: «Merci» et cetera. Elle, pas rien. On dirait Ah, qu'elle est pas contente d'être là, on dirait que, tu vois, le monde s'abat sur son sort et cetera et je n'arrive pas, pour l'instant, je n'arrive pas à m'empêcher d'avoir une remarque vis-à-vis d'elle, tu vois? De me dire: «Putain, mais si elle veut pas faire ce job, qu'elle fasse autre chose». Tu vois? Un truc très dur, un truc où je suis pas dans l'amour, quoi. Ni vis-à-vis d'elle, ni vis-à-vis de moi à ce moment-là, tu vois? Et tu vois, ça, c'est déjà produire un truc. Personne ne le sait que j'ai dit ça à part toi, là, et puis les auditeurs, du coup. Mais ouais. tu vois, ça, c'est déjà quelque chose, quoi, en fait. J'en suis responsable de ça. Mmh. Peut-être qu'elle fait la gueule parce que ça fait 10 personnes de suite qui se disent ça d'elle et qu'en fait, sans que ce soit dit, ça lui est adressé. Bien sûr. C'est ça aussi dont je parle dans les conflits de couple, c'est qu'il y a de la communication certes, mais il y a aussi tout ce qui est pas dit, quoi, tu vois? Et ça, si c'est présent, ça crée de l'énergie, ça crée une tension, ça crée quelque chose qui fait qu'à un moment donné, bah, ça prend forme, à travers de l'agressivité ou à travers, du silence ou à travers, Mmh. On voit bien quand même que c'est primordial, en fait, de travailler sur, ce mental, complètement, agité comme la monkey mind. mmh, Donc ça, c'est aussi de notre responsabilité d'en prendre conscience pour, mettre en application des choses concrètes pour, voilà, mmh. pour, devenir Oui, oui, mais tu vois, c'est je veux pas qu'on tombe dans un truc où, on se culpabilise et où tu vois, on se fouette en se oui, disant: «Merde, j'ai pas c'est notre médité mieux. aujourd'hui donc» ou alors je suis pas hyper, zen et tranquille et machin». C'est j Vraiment, c'est important d'entendre que, par exemple, si je reprends l'exemple très concret de cette boulangère, il ne Mmh. tient qu'à moi d'aller la voir tout à l'heure, lui dire: «Au fait, tout à l'heure, je suis venu chercher une viennoise et j'ai senti que j'avais un peu de d'animosité envers vous parce que vous étiez pas très souriante alors que moi j'arrivais de bonne humeur, bah, voilà, j'ai eu des pensées un peu, pas très sympathiques vis-à-vis de vous, je suis désolé, quoi». Elle en sait rien, tu vois? Mais Mmh. ce que je veux dire, c'est que tu peux faire de la méditation pour, réduire le nombre de pensées, mais tu peux aussi faire ça, Ouais. réparer. Mmh. Mais réparer avant même que l'autre, se mette à pleurer ou réparer avant même que l'autre, finisse, tu vois, en dépression ou je sais pas quoi. Tu Ouais. peux le dire avant, parce que si tu en as conscience, tu sais que ton intention, elle était à l'endroit de tu vois, de la blesser ou de lui adresser quelque chose qui était pas très cool. Donc en fait, tu vois, c'est pas être des moines et des saints et des tu vois, c'est plus, prendre ses responsabilités, quoi. Ouais. Mmh. Complètement. Ouais, c'est clair ce que tu dis. Et puis oui, tu as raison aussi de souligner qu'il faut se foutre la paix, quelque part aussi. Moi, je pense qu'il faut surtout foutre la paix à l'autre, parce que ça veut dire qu'on Complètement. va le faire pour toi Mmh. et Mmh. donc ça veut dire que tu vas être autorisé à être toi-même et vis-à-vis de l'autre, tu vas l'autoriser à être lui-même. Un grand merci à toi. Alors peut-être un dernier mot de la fin, au sujet du couple puisqu'on avait commencé sur, ce sujet, mais bien sûr, tout est global. Enfin, il y a plein de choses aussi qui viennent s'imbriquer dans ce sujet. Mais est-ce que tu voudrais, dire quelque chose aux consciences qui s'éveillent, aux auditeurs, aux auditrices, voilà, ce matin? Hem, oui, qu'il y a pas la bonne personne, ça existe pas, la bonne personne. Hem et que donc le couple idéal n'existe pas et que donc le couple, il n'existe pas avant de l'avoir fait. Mmh. Donc j'ai presque envie de dire: «Mettez-vous avec n'importe qui, on s'en fout». Le but, c'est pas de savoir si vous avez choisi la bonne personne, le but, c'est que ça va se construire avec la personne que vous choisissez. Tomber amoureux de quelqu'un, dans la rue et que c'est réciproque, tant mieux, je veux dire, c'est pas je suis pas en train de dire qu'il faut absolument tout faire au hasard, mais Ouais. disons que le couple n'existe pas avant qu'il soit construit par les 2 quoi. Mmh.
Bah, merci beaucoup pour ce mot de la fin, Angelo, et bien Merci. sûr pour les personnes, qui souhaitent, te découvrir, je mettrai, tous tes liens, de toute manière en bio. Si les personnes sont intéressées aussi par tes formations, tes thérapies, Ouais, enfin vraiment tout est bien, clair sur ton site, avec aussi un lien, vers ton livre, et puis, ben, peut-être à bientôt, au ouais. micro d'éveil des consciences. Et puis merci à tous, n'hésitez pas à partager aussi si cet épisode vous fait du bien, que ce soit un ami, un collègue, voilà, un membre de la famille aussi, à vos enfants, hein, sait-on jamais, pour les parents J'ai dit aussi, des gros mots, mais tu mettras le bip. ça devrait aller. Bon, en tout cas, passez une très belle journée et je vous dis à bientôt. Au revoir. Salut, merci.